En les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler lui-même a commencé à douter des hommes qui avaient un jour dirigé les divisions Panzer, remettant en question leur loyauté et leurs compétences alors que l'Allemagne s'effondrait dans une faim amère. Après la capitulation le 2 mai 1945, ces chefs militaires ont affronté un destin incertain en tant que prisonniers de guerre. Beaucoup ont été capturés par les forces alliées, faisant face à des procès pour crimes de guerre, tandis que d'autres ont refait leur vie en écrivant des mémoires du Troisième Reich. Aujourd'hui, chers abonnés, nous verrons ce qu'il est advenu des généraux allemands après le conflit. La fureur de Hitler, l'évaluation finale du Führer sur ses généraux. Dans le bunker sous Berlin, la fureur de Hitler contre ses commandants militaires atteignit un point culminant. Son état de plus en plus délirant conduisit à des explosions de colère qui laissèrent même ses officiers les plus aguerris tremblants. La méfiance du Führer était devenue totale, transformant le haut commandement allemand en un nid de traîtres et d'incompétents perçus. La paranoïa de Hitler ne distinguait pas entre succès et échec. Même le général Heinz Guderian, le père des tactiques de Blitzkrieg de l'Allemagne, se retrouva à la réception de la colère du Führer. Lors d'une réunion houleuse le 28 mars 1945, Guderian osa défier les décisions stratégiques de Hitler. Le général accusa Hitler d'une préparation d'artillerie insuffisante pour une offensive ratée près de Küstrin et remit en question le jugement du Führer. La réponse de Hitler fut rapide et impitoyable. Guderian fut immédiatement relevé de son poste. Ses années de service et sa brillante tactique furent instantanément écartées. Même ceux qui avaient autrefois eu les faveurs de Hitler n'étaient pas à l'abri de sa nature capricieuse. Le général Gerd von Rundstedt, après la campagne ratée de Normandie, se retrouva à la réception du mécontentement du Führer. Lorsque le maréchal de camp Wilhelm Keitel demanda à Rundstedt une solution à leur situation, la réponse célèbre du général « Faites la paix, idiot !» scella son destin. Hitler renvoya rapidement Rundstedt, incapable de tolérer toute suggestion de reddition ou de négociation. Au centre de ce tourbillon se trouvait le général Helmut Weidling, un homme jeté dans une situation impossible. Le 23 avril 1945, Hitler nomma Weidling commandant de la zone de défense de Berlin. Le général, qui avait auparavant dirigé le 54e corps Panzer, faisait maintenant face à la tâche décourageante de défendre une ville avec des ressources en diminution et une population au bord du désespoir. La perspicacité stratégique de Weidling fut immédiatement mise à l'épreuve. Il divisa Berlin en 8 secteurs de défense, chacun sous le commandement d'un chef de secteur. Mais les défis qu'il rencontrait étaient insurmontables. SS Force était un mélange hétéroclite de troupes de l'armée régulière, de la milice Volkssturm et de membres des jeunesses hitlériennes, dont beaucoup manquaient de formation et d'équipement adéquats. À mesure que l'armée rouge resserrait son étau sur Berlin, Weidling fit des tentatives désespérées pour tenir les forces soviétiques à distance. Il orchestra des contre-attaques et mit en œuvre des mesures défensives désespérées, mais la supériorité numérique et la puissance de feu écrasante des soviétiques rendaient ses efforts vains. Dans le bunker sous la chancellerie du Reich, Weidling présentait des rapports sombres à un Führer de plus en plus déconnecté. La réponse de Hitler à la situation qui se détériorait était un mélange d'optimisme délirant et de récriminations amères. Alors que la bataille faisait rage en haut, Weidling luttait avec la réalisation que la résistance continue ne conduirait qu'à un bain de sang inutile. Pendant ce temps, à l'est de Berlin, un autre général faisait face à sa propre épreuve de feu. Gotthard Heinrizi, connu pour son habileté défensive, avait été chargé de tenir les hauteurs de Silo, la dernière barrière naturelle avant Berlin. Les tentatives de Heinrizi de transmettre le désespoir de sa situation tombèrent dans des oreilles sourdes. Lors d'une réunion tendue en avril 1945, Hitler rejeta les préoccupations de Heinrizi avec un optimisme glaçant, déclarant « Si tu es conscient que cette bataille doit être gagnée, elle le sera ». La défense de Heinrizi des hauteurs de Silo était une leçon magistrale de tactique ingénieuse, mais elle était condamnée par la force brute de l'attaque soviétique. À mesure que la situation à Berlin devenait de plus en plus désespérée, tous les généraux ne choisirent pas de sombrer avec le navire. Ferdinand Schörner,
un des partisans les plus fanatiques de Hitler, démontra que même le plus dévoué pouvait vaciller devant une défaite certaine. Schörner, qui avait été promu maréchal de camp dans le testament de Hitler, choisit l'autopréservation plutôt que la loyauté dans les derniers jours de la guerre. Dans un acte surprenant de désertion, Schörner abandonna son poste et s'enfuit vers le sud, laissant ses troupes affronter seules l'assaut soviétique. La fuite de Schörner fut une trahison finale, témoignage de la désintégration de la structure de commandement nazi face à la défaite imminente. Walter Model, la mort comme dernier refuge d'honneur. En avril 1945, Model se trouvait piégé dans la poche de la Ruhr, ses forces entourées par les armées alliées qui avançaient. La situation devenait de plus en plus désespérée à mesure que le carburant et les provisions se faisaient rares. Le 15 avril, les Alliés divisèrent la poche, fragmentant encore plus les troupes déjà assiégées de Model. À mesure que l'étau se resserrait, Model prit une décision fatale. Le 20 avril, il donna ses derniers ordres, permettant à ses soldats de se rendre ou de tenter de rentrer chez eux. C'était une admission de défaite qui allait à l'encontre de tout ce pourquoi il avait combattu. Mais ce n'est pas cette retraite tactique qui scella le sort de Model. En revanche, ce fut une accusation dévastatrice de Joseph Goebbels ce même jour, qui étiqueta Model et ses hommes comme des traîtres. L'impact psychologique de cette accusation sur Model fut profond. Son agitation interne se manifesta dans une déclaration amère. « Et ce sont les hommes en qui j'ai eu confiance. Combien de sacrifices ai-je exigé de mes soldats seulement pour servir ces ports ?» Le poids de la trahison perçue, combiné avec la réalité écrasante de la défaite, fut trop lourd à supporter pour l'ancien fier maréchal de camp. Le 21 avril 1945, Walter Model marcha vers une forêt près de Duisbourg. Il fit ses adieux à son personnel, sa décision déjà prise. Dans ces moments finaux, Model lutta avec l'énormité de ses actions et la futilité de la résistance supplémentaire. Ce derniers mots révélèrent la profondeur de son désespoir et le code d'honneur rigide qui avait défini sa carrière militaire. Je ne peux pas imaginer que moi, en tant que maréchal de camp, qui par conviction dans la victoire de mon pays, suis responsable de la mort de centaines de mes soldats. Je dois maintenant sortir de ces bois pour m'approcher de Montgomery ou des Américains, les mains en l'air et dire « Bonjour, me voici, je suis le maréchal de camp Model et je me rends ». Avec ces mots résonnant dans la forêt silencieuse, Model leva son pistolet et mit fin à ses jours. Le coup de feu qui retentit marqua l'acte final d'un homme qui ne pouvait pas réconcilier son sens du devoir avec la réalité de la défaite. Les aides de Model, en entendant le bruit, coururent sur les lieux. Ils trouvèrent le corps de leur commandant dans un endroit isolé, choisi délibérément pour éviter que ces hommes ne voient les derniers moments de leur leader. L'opinion de Hitler sur Model avait drastiquement changé dans ces derniers jours. Autrefois apprécié pour ses compétences en gestion de crise, Model se trouvait maintenant regroupé avec les autres généraux que Hitler croyait l'avoir trahi. La paranoïa et la colère du Führer, qui s'était retourné contre bon nombre de ses commandants les plus compétents, obscurcissaient maintenant l'héritage de Model. Le corps du maréchal Walter Model resta introuvable jusqu'à ce qu'un groupe d'officiers ayant servi avec lui et son propre fils, le général de brigade Hans-Georg Model, appartenant à l'armée allemande de la République fédérale d'Allemagne, le Bundeswehr, le découvre près de la localité de Ratingen en 1955 et lui donne une sépulture au cimetière allemand de Vossenack, là où il avait remporté sa grande victoire lors de la bataille de la forêt de Hürtgen. Ainsi, le génie qui avait mérité les surnoms de « pompier de Hitler » ou « lion de la défense » reposa pour toujours aux côtés de ses hommes après être devenu l'un des meilleurs commandants défensifs de la Seconde Guerre mondiale et de toute l'histoire. Albert Kesselring, de l'estratègue implacable au jugement final, le Troisième Reich s'effondrant sur tous les théâtres d'opération, le 23 mars 1945, Hitler démit Kesselring de ses fonctions de responsable du front méditerranéen pour le nommer commandant en chef du front occidental, une campagne déjà perdue, car les troupes des États-Unis avaient brisé la ligne de protection du Rhin après la capture du pont de Remagen. Ainsi, avec à peine des forces pour résister dans une géographie plate et donc peu favorable aux tactiques défensives de Kesselring, les Britanniques pénétrèrent rapidement jusqu'au Danemark
et les Américains dirigés par le général George Patton atteignirent la Tchécoslovaquie. Incapable de repousser de telles offensives, la seule chose que le maréchal tourmenté put faire fut de maintenir tant bien que mal la ligne de front entre le secteur central de l'Elbe et les montagnes d'Autriche. Il résista là jusqu'à ce qu'il fût informé du suicide de Hitler et de la capitulation de l'Allemagne. Ce fut alors que Kesselring se rendit le 9 mai 1945 à Salzbourg, Autriche, se livrant au général Maxwell Taylor de la 101e division aéroportée américaine, qui lui offrit un traitement très aimable et courtois. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kesselring fut arrêté et jugé pour crime de guerre dans la ville de Vérone. Ces accusations reposaient principalement sur le bombardement de la population civile lorsqu'il était à la tête de la 2e flotte aérienne de la Luftwaffe et sur les abus de certaines troupes allemandes envers les civils lors de l'occupation de l'Italie. Concernant le CA des bombardements sur Varsovie, Kesselring se défendit en affirmant qu'il n'avait jamais voulu tuer des femmes ou des enfants. Dans celui de Rotterdam, qu'il n'avait pas eu connaissance de la reddition néerlandaise avant l'attaque, et pour les raids sur l'Angleterre, que les incendies avaient couvert les objectifs, de sorte que les bombes étaient tombées accidentellement sur les civils. Face à ces déclarations difficiles à soutenir, le 10 février 1947, Kesselring fut condamné à mort, bien que le 4 juillet de la même année, la peine fut commuée en réclusion à perpétuité grâce aux pressions d'anciens ennemis tels que le Premier ministre britannique Winston Churchill ou le général Harold Alexander. Il resta en prison pendant environ 5 ans, s'occupant en collant des sacs en papier avec de la colle. Heureusement pour lui, le 23 octobre 1952, Kesselring fut gracié et libéré. De retour en Allemagne, Kesselring rejoignit son épouse Louise dans la ville de Wyss pour se consacrer à sa famille dans sa nouvelle vie de retraité. Pendant ces années, il obtint la présidence de l'Association des vétérans de l'Afrika Korps et peu après celle de la Luftwaffering, un groupe d'aviateurs retraités. Il occupa un poste similaire au sein d'un groupe culturel d'extrême droite connu sous le nom de Stahlhelm, casque d'acier, dont les branches s'étendirent en Allemagne et en Autriche. En parallèle, il fut un fervent défenseur de la communauté européenne de défense face à la nécessité d'équilibrer les pouvoirs avec l'Union soviétique pendant la guerre froide. Parallèlement à sa vie politique au sein des associations de vétérans, il écrivit également ses expériences dans 2 œuvres clés pour comprendre le conflit passé intitulé « Soldat bis zum letzten Tag » et « Gedanken zum Zweiten Weltkrieg ». Malheureusement, le 26 janvier 1957, juste après le décès de son épouse Louise Pauline, il dut abandonner tous ses projets en raison de la détérioration de sa santé. De manière inattendue, le 16 juillet 1960, Albrecht Kesselring mourut à l'âge de 75 ans après une dure lutte contre un cancer de la gorge. À ses funérailles à Wyss, des milliers de personnes et de vétérans défilèrent devant un cercueil en bronze où l'ancien militaire reposait vêtu de l'uniforme bleu de la Luftwaffe, le bâton de maréchal entre les mains et la croix de chevalier avec épée sur la poitrine. Curieusement, en tête du cortège funèbre marchait son fils adoptif, Rainer Kesselring, suivi de l'ancien chancelier Franz von Papen, du général des SS Septitrich, de l'ambassadeur Rudolf Rahn, de l'amiral Karl Dönitz, du général Joachim von Peiper et du militaire retraité Otto Remer, tandis que tous chantaient fièrement l'hymne des casques d'acier connu sous le nom de Ich hatte einen Kameraden. Une fois la cérémonie terminée, il fut enterré aux côtés de son épouse Louise Pauline, sous une pierre tombale, ne portant que son nom, sa date et son rang, mais renfermant toute une légende de la Seconde Guerre mondiale. Von Kleist, le maréchal qui proposa la paix et fit face à son destin final. À la fin d'octobre 1943, von Kleist fut promu maréchal et placé à la tête du 17e corps en Crimée. Il proposa un retrait tactique le 26 octobre que Hitler refusa pour protéger les puits de pétrole de Ploiesti. Von Kleist défendit la Crimée lorsque l'armée rouge bloqua l'isthme de Pérékop le 1er novembre et que l'infanterie navale soviétique débarqua à Kertch. Au début de 1944, il obtint l'autorisation de Hitler pour briser le siège et s'échapper de Crimée, laissant derrière lui de nombreuses troupes de l'Axe. Le 30 mars 1944, von Kleist fut convoqué par Hitler à l'Obersalzberg, en compagnie du maréchal Erich von Manstein.
Hitler les décora de la croix de chevalier de la croix de fer avec épée, mais les retira également du commandement. Von Kleist recommanda un accord de paix avec l'URSS, mais Hitler refusa. Pendant le reste de la Seconde Guerre mondiale, et après s'être retiré de la vie militaire, von Kleist mena une existence paisible et tranquille dans sa propriété de Villa Weidbruck en Silésie. Il ne rencontra qu'un petit incident lorsqu'il fut arrêté par la Gestapo après l'attentat manqué contre Hitler le 20 juillet 1944 en raison de la participation d'un cousin à la conspiration. Cependant, une fois découvert que le maréchal n'avait rien à voir avec l'attentat, il fut immédiatement libéré. Malheureusement, cette tranquillité ne dura que jusqu'au début de 1945, car face à l'imminente irruption de l'armée rouge en Silésie, von Kleist quitta Villa Weidbruck, non sans avoir au préalable détruit toute sa propriété avec des explosifs pour éviter qu'elle ne serve de base aux troupes soviétiques. Ensuite, ayant quitté son foyer, von Kleist et sa famille se dirigèrent vers la Bavière pour se cacher à Mitterfels en attendant la fin du conflit. De manière inattendue, le 25 avril 1945, une patrouille de soldats de la 26e division d'infanterie américaine captura von Kleist en Bavière et l'interna au camp de prisonniers de Trempark. Peu après, à la fin de 1945, le maréchal fut envoyé en Grande-Bretagne, où il fut emprisonné comme captif de l'armée britannique au complexe numéro 11 de l'île de Farme, au pays de Galles. L'année suivante, en 1946, il fut extradé en Yougoslavie et condamné à 2 ans de prison par les nouvelles autorités du gouvernement de Josip Tito, après avoir été accusé d'avoir organisé une guerre d'agression contre son pays en 1941. Après cette période, le jour même où il termina sa captivité en 1948, au lieu d'être libéré, les Yougoslaves livrèrent von Kleist à l'Union soviétique avant d'être déporté sur ordre de Joseph Staline en Sibérie. Depuis lors, il passa par divers goulags et camps de concentration, jusqu'à ce qu'en 1954, il fut enfermé au camp de Vladimir situé à 300 km de Moscou, dont les fonctionnaires lui permirent au moins d'écrire une carte postale mensuelle à son épouse. Malheureusement, après avoir passé les 9 dernières années dans 27 prisons différentes, von Kleist, dont la santé était déjà fragile, tomba malade d'artériosclérose et perdit finalement la vie le 15 octobre 1954. Johannes Jürgen Christoph von Kleist, fils du général Ewald von Kleist et officier de cavalerie de l'armée allemande, eut plus de chance car il survécut à la captivité en URSS jusqu'à sa libération et son retour en Allemagne en 1956. Quant à l'attitude des alliés occidentaux d'avoir extradé le maréchal vers le bloc communiste d'Europe, cela provoqua un débat interne et même un sentiment de regret pour avoir traité de cette manière un homme de la stature de von Kleist. Oskar von Niedermayer, de l'aventurier au martyr de l'histoire. Lorsque le 20 juillet 1944, un attentat à la bombe contre Hitler se produisit dans la Tanière du Loup, à Rastenburg en Prusse orientale, l'hystérie du Führer fut telle qu'il s'en prit non seulement aux coupables, mais aussi aux innocents qui avaient seulement osé remettre en question ses décisions, comme ce fut le cas pour Niedermayer. Ainsi, en août 1944, 2 agents de la Gestapo arrêtèrent le général et le traduisirent devant un tribunal militaire qui le condamna à une peine de prison à Torgau, où il resterait enfermé pendant 10 mois, tombant gravement malade de la tuberculose. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en mai 1945, après le suicide d'Adolf Hitler et la reddition de l'Axe, les troupes des États-Unis libérèrent Niedermayer de la prison de Torgau, mais le remirent aussitôt à l'armée rouge après que les autorités soviétiques l'accusèrent injustement d'avoir commis des crimes en URSS. Niedermayer fut alors transféré au quartier général de la Loubianka à Moscou, contrôlé par la police soviétique du NKVD, où il fut condamné à 25 ans de travaux forcés dans un goulag en Sibérie sous le nom de prisonnier Oskar Fedorovitch. Malheureusement, sa santé étant déjà très fragile à cause de la tuberculose, combinée au froid, au manque de médicaments et aux mauvais traitements infligés par les gardiens soviétiques, le général ne put pas survivre et mourut le 25 septembre 1948 à la prison de Vladimir, en périphérie de Moscou. À l'instar de Lawrence d'Arabie au service de l'Empire britannique pendant la révolte arabe, Oskar von Niedermayer joua un rôle similaire en Perse pendant la Première Guerre mondiale,
bien que ces exploits ne soient pas entrés dans l'imaginaire populaire faute d'une réception propagandiste aussi large, évidemment parce qu'il se trouvait du côté perdant des deux plus grands conflits du XXe siècle. En effet, il eut une fin très triste après avoir été persécuté par le nazisme, assassiné par le communisme et réduit au silence par les démocraties, ce qui ne changea en rien le fait qu'il fut l'auteur de l'impressionnante expédition en Afghanistan, qu'il défendit la dignité des peuples colonisés et qu'il créa les Légions orientales pendant la Seconde Guerre mondiale, devenant l'un des plus grands explorateurs et aventuriers militaires extraordinaires de l'histoire contemporaine. Procès et exécution. Les généraux allemands face aux crimes de guerre. Alors que la poussière retombait sur les ruines de l'Allemagne nazie, un nouveau chapitre commençait pour de nombreux hauts responsables de Hitler. Un chapitre marqué par les procès, la responsabilité et, dans certains cas, le prix ultime pour leurs actions. Les puissances alliées, déterminées à traduire en justice les architectes de la guerre et du génocide, se lancèrent dans la tâche ardue d'identifier, d'arrêter et de juger ceux responsables de certains des crimes les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Parmi les généraux éminents qui furent jugés, on trouvait certains des noms les plus infâmes du Troisième Reich. Le maréchal Wilhelm Keitel, qui avait dirigé le haut commandement de la Wehrmacht, se retrouva sur le banc des accusés à Nuremberg, aux côtés d'autres hauts responsables nazis. Le procès de Keitel révéla l'étendue de sa complicité dans les atrocités du régime, y compris son rôle dans la mise en œuvre de l'infâme ordre des commissaires, qui ordonnait l'exécution immédiate des officiers politiques soviétiques. Les procès de ces généraux ne se limitèrent pas à la grande scène de Nuremberg. Dans divers recoins de l'Europe dévastée par la guerre, des tribunaux militaires se réunirent pour juger ceux qui avaient exécuté les ordres de Hitler avec une efficacité impitoyable. L'un de ces cas fut celui du général Anton Dostler. Le procès de Dostler, qui se tint à Rome en octobre 1945, se concentra sur son rôle dans l'exécution de 15 soldats américains. 16 hommes, capturés alors qu'ils effectuaient une mission visant à faire exploser un tunnel ferroviaire, furent exécutés sommairement sur ordre de Dostler, en violation directe de la Convention de Genève. La défense du général, qui affirmait simplement suivre les ordres de ses supérieurs, ne convainquit pas le tribunal. Le 1er décembre 1945, Dostler fut confronté à un peloton d'exécution, devenant le premier général allemand exécuté pour crime de guerre. Le KA du général des SS Jürgen Stroop présenta une image encore plus perturbante des profondeurs de la brutalité nazie. Stroop, tristement célèbre pour son rôle dans la suppression du soulèvement du ghetto de Varsovie, fut jugé en Pologne pour ses actions. Le tribunal entendit des témoignages déchirants sur la destruction méthodique du ghetto et le meurtre de dizaines de milliers de civils juifs. Le procès de Stroop se termina par une condamnation à mort, exécuté par pendaison le 6 mars 1952 à Varsovie, un lieu approprié étant donné ces crimes contre les habitants de la ville. Pour ceux qui furent reconnus coupables, la fin fut souvent rapide et ignominieuse. Le maréchal Wilhelm Keitel, ainsi que le colonel général Alfred Jodl, furent pendus le 16 octobre 1946. Alors que la corde était passée autour de son cou, les derniers mots de Keitel furent un dernier et défiant « All für Deutschland », tout pour l'Allemagne. Quelques instants plus tard, la trappe s'ouvrit, et l'un des hauts responsables militaires de Hitler tomba vers sa mort. Erich von Manstein. Du champ de bataille à la salle d'audience. Dans les derniers jours du conflit, alors que les forces soviétiques approchaient de Berlin, Manstein prit une décision cruciale. Plutôt que de risquer la capture par l'armée rouge, il choisit de se rendre aux forces britanniques dans le nord de l'Allemagne. Ce geste calculé allait façonner sa vie après la guerre, le sauvant du traitement sévère souvent infligé aux officiers allemands tombés entre les mains soviétiques. La capture de Manstein marqua le début d'une nouvelle bataille, non plus sur les champs boueux de l'Europe de l'Est, mais dans les confines stériles des camps de prisonniers alliés et des salles d'audience. Le fier maréchal, habitué à commander de vastes armées, se retrouvait désormais dépouillé de son rang et de son autorité, soumis aux caprices de ses gardiens et au regard scrutateur des enquêteurs des crimes de guerre. Les Britanniques ne perdirent pas de temps à soumettre Manstein à un intense interrogatoire. Les officiers du renseignement militaire cherchèrent à extraire tous les détails possibles sur les opérations allemandes sur le front de l'Est, où Manstein avait joué un rôle crucial.
Le procès de Manstein, tenu à Hambourg en 1949, devint un point focal des débats sur la responsabilité militaire et la nature de l'obéissance aux ordres en temps de guerre. L'accusation dressa un portrait accablant d'un commandant qui non seulement avait permis, mais avait activement facilité les crimes de guerre. Manstein, de son côté, se défendit en affirmant que les atrocités avaient été commises par des unités SS hors de son contrôle direct, une affirmation qui serait souvent répétée par de nombreux anciens officiers de la Wehrmacht dans les années suivantes. Au cours du procès, les propres paroles de Manstein revinrent le hanter. Il admit avoir autorisé des représailles contre les épouses des partisans russes pour des attaques contre des soldats allemands, arguant que les civils avaient employé toutes les formes de guerre illégales, y compris l'utilisation d'uniformes allemands et l'empoisonnement des réserves d'eau. Ces aveux, bien qu'ils aient peut-être été destinés à justifier ses actions, ne firent que souligner la brutalité de la guerre qu'il avait contribué à mener. Le verdict, lorsqu'il tomba, fut mitigé. Manstein fut reconnu coupable de 9 chefs d'accusation liés à l'exécution et au mauvais traitement infligé aux soldats et civils russes. Cependant, il fut acquitté de 8 autres chefs d'accusation, notamment ceux liés à l'extermination des Juifs. La sentence, 18 ans de prison, reflétait la complexité de la responsabilité individuelle pour les crimes d'un régime entier. Une fois libéré, von Manstein eut l'opportunité de s'adresser au Bundestag de la République fédérale d'Allemagne pour réorganiser l'armée allemande d'après-guerre, désormais membre de l'OTAN. Il retrouva rapidement son ancien poste de général et élabora des plans défensifs pour protéger le pays contre une éventuelle attaque de la République démocratique allemande sous la tutelle de l'URSS. Parallèlement, il aida le journaliste britannique Liddell Hart à compiler sa grande encyclopédie sur la Seconde Guerre mondiale et écrivit ses mémoires intitulés « Aus einem Soldatenleben », publiés en 1958. À l'âge de 85 ans, après avoir souffert d'un accident vasculaire cérébral, Erich von Manstein décéda dans la nuit du 9 juin 1973. En reconnaissance de ses services rendus, l'Allemagne lui rendit hommage avec des funérailles nationales somptueuses, comme s'il était l'un des grands héros de l'Antiquité. Gerd von Rundstedt, les dernières années du vieux Prussien. Le 1er mai 1945, alors que les forces alliées balayaient l'Allemagne, la carrière militaire illustre de von Rundstedt prit fin sans gloire. La 36e division d'infanterie de l'armée des États-Unis captura le maréchal de camp vieillissant, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre défini par l'interrogatoire, l'emprisonnement et finalement une retraite tranquille à l'ombre de sa gloire passée. Les Américains ne perdirent pas de temps à obtenir des réponses de leurs prisonniers de haut rang. Von Rundstedt fut rapidement transporté au camp Ashcan, un centre de détention temporaire installé dans le somptueux Palace Hotel à Bad Mondorf, Luxembourg. Le voyage du maréchal de camp à travers la captivité le mena à travers une Europe dévastée par la guerre. Du Luxembourg, il fut transféré à Greasdale Hall dans le pittoresque district des Lacs en Angleterre, un contraste frappant avec la dévastation qu'il avait laissée sur le continent. Plus tard, il se retrouva interné à Highland Farm, dans le sud du pays de Galles, où il rejoignit d'autres officiers allemands de haut rang pour contempler leur chute du pouvoir et l'avenir incertain qui les attendait. À mesure que les autorités alliées examinaient des montagnes de preuves, le nom de von Rundstedt apparaissait en relation avec des crimes de guerre. Les accusations portées contre lui étaient graves, centrées sur sa connaissance et son soutien à la fameuse ordre de sévérité émise par le maréchal Walter von Reichenau. Cet ordre avait conduit à des massacres de masse en territoire soviétique occupé, projetant une ombre sombre sur l'héritage militaire de von Rundstedt. Cependant, le destin intervint en faveur du vieux général. À mesure que les rouages de la justice avançaient, l'âge avancé et la santé déclinante de von Rundstedt devenaient de plus en plus évidents. L'ancien commandant vigoureux luttait maintenant contre le coup physique de l'emprisonnement, son état s'aggravant dans le climat humide britannique. Devant la perspective de juger un homme qui pourrait ne pas survivre au processus, les autorités alliées prirent une décision cruciale. En juillet 1948, après 3 ans de captivité, Gerd von Rundstedt fut libéré. Au début de l'après-guerre, la vie fut très dure pour Rundstedt et sa famille, qui résidaient alors dans la ville de Celle. En raison de la ruine de l'Allemagne,
Tous les membres de sa famille étaient sans argent. Sa femme Bila était malade et lui-même était un vieillard sans force. Malgré ces difficultés, l'historien militaire britannique Basil Liddell Hart, avec l'ancien général allemand Günther Blumentritt, lui apportèrent de l'argent pour survivre jusqu'à ce que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne accepte de lui verser sa pension de guerre. Les années 1950 marquèrent une amélioration dans la vie du maréchal Gerd von Rundstedt lorsqu'il commença à aider de nombreux historiens à relater la Seconde Guerre mondiale dans leurs œuvres et encyclopédies. Parmi ces spécialistes se trouvait son ami Basil Liddell Hart et le réalisateur Leo Carroll, qu'il conseilla pour le film Rommel, le renard du désert, sorti en 1952. Le 24 février 1953, le maréchal Gerd von Rundstedt décéda d'une crise cardiaque à Hanovre. Jusqu'à cette date, la figure de CE militaire avait gagné les éloges de ses opposants, comme le général Dwight Eisenhower, qui déclara « Nous avons toujours considéré le Feldmaréchal von Rundstedt comme le commandant allemand le plus habile. » Heinz Guderian, du général Panzer à l'historien militaire. À mesure que les forces alliées se rapprochaient de Berlin, Guderian prit une décision calculée. Le 10 mai 1945, il se rendit aux troupes américaines, évitant de justesse la capture par l'armée rouge soviétique, bien plus vengeresse. Les Américains, reconnaissant la valeur de l'expertise militaire de Guderian, ne perdirent pas de temps à le soumettre à un interrogatoire intensif. Il fut transféré entre plusieurs centres de détention, notamment le camp Ashcan au Luxembourg et des installations dans le district des Lacs en Angleterre. Ces séances, bien qu'épuisantes, permirent à Guderian de démontrer ses connaissances tactiques et de se distancier des crimes les plus atroces du régime nazi. Pendant son emprisonnement, l'esprit aiguisé de Guderian resta actif. Il commença à formuler des plans pour préserver son héritage et reformuler la narrative de ses exploits militaires. Dans un retournement de situation surprenant, Guderian se retrouva à travailler pour les mêmes forces contre lesquelles il avait autrefois combattu. La division historique de l'armée des États-Unis, désireuse d'obtenir des informations sur les tactiques militaires allemandes, fit appel à son expertise. Libéré de captivité le 17 juin 1948, Guderian émergea dans un monde vastement différent de celui qu'il avait connu en tant que général favori de Hitler. S'installant dans la ville bavaroise de Schwangau, il se consacra à reconstruire sa vie et sa réputation. En 1951, Guderian publia son œuvre majeure, Erinnerungen eines Soldaten, connue en anglais sous le titre Panzerleader. Cette mémoire, soigneusement élaborée pour présenter une version édulcorée de ses expériences de guerre, deviendrait une pierre angulaire de la littérature militaire d'après-guerre. Dans ces pages, Guderian chercha à dépeindre la Wehrmacht comme une force de combat professionnelle distincte des atrocités commises par les SS, contribuant au mythe de la Wehrmacht propre, qui persisterait pendant des décennies. Le 14 mai 1954, exactement 14 ans après son irruption dans les Ardennes sur Sedan pendant la campagne de France de 1940, le général Heinz Guderian décéda dans la ville de Schwangau, en Bavière. Avec sa mort, s'éteignit le fondateur de la Blitzkrieg et le père des futures guerres modernes du XXe siècle. Les généraux des Waffen-SS, un destin plus dur, un destin sombre, attendait une catégorie particulière de commandants de Hitler, les généraux des Waffen-SS. Contrairement à leurs homologues de la Wehrmacht, ces hommes faisaient face à une reddition de comptes plus sévère, leurs crimes étant considérés comme plus atroces, et leur association avec les aspects les plus sombres du régime nazi étant impossible à nier. La distinction entre la Wehrmacht et les Waffen-SS était marquée et significative. Alors que la Wehrmacht représentait les forces armées régulières de l'Allemagne nazie, les Waffen-SS opéraient comme une force de combat d'élite sous le contrôle direct de Heinrich Himmler et des SS. Cette séparation se révéla cruciale dans la période d'après-guerre, car les procureurs alliés cherchaient à démêler le réseau complexe de responsabilités pour les atrocités commises pendant le règne de terreur du Troisième Reich. Dans les cellules humides des prisons alliées, les généraux des Waffen-SS se retrouvaient confrontés à une litanie de charges allant bien au-delà de la simple défaite militaire. Ils étaient accusés non seulement de mener une guerre agressive, mais aussi de crimes contre l'humanité,
exécutions massives, nettoyage ethnique et participation directe à l'Holocauste. Parmi ces commandants déchus, le destin de Sepp Dietrich se distingue comme un exemple frappant du prix à payer pour la loyauté envers le bras militaire le plus fanatique de Hitler. Ancien leader redouté et respecté de la première division Panzer des SS Leibstandart SS Adolf Hitler, Dietrich faisait maintenant face à la dure réalité de la justice alliée. Accusé de crimes de guerre pour son rôle dans le massacre de Malmedy, où des prisonniers de guerre américains furent brutalement exécutés pendant la bataille des Ardennes, la chute de Dietrich fut rapide et impitoyable. Le procès de Malmedy, tenu à l'ombre de Nuremberg, exposa la nature brutale des opérations des Waffen-SS. Les témoins relatèrent comment les hommes de Dietrich avaient fusillé des soldats américains désarmés dans un champ couvert de neige, une violation flagrante de la Convention de Genève. Malgré les tentatives de rejeter la faute et les affirmations d'avoir suivi des ordres, Dietrich ne put échapper au poids des preuves contre lui. Cependant, tous les généraux des Waffen-SS ne partagèrent pas le même sort. Paul Hauser réussit à naviguer les eaux traîtresses de la justice d'après-guerre avec une dextérité surprenante. Connu comme le papa des Waffen-SS, la stratégie de Hauser après la guerre se concentra sur la réhabilitation de l'image de ses compagnons déchus. Il chercha à tracer une distinction entre les unités de combat des Waffen-SS et les gardiens des camps de concentration, arguant que les premiers n'étaient que des soldats accomplissant leur devoir. Les efforts de Hauser pour présenter les Waffen-SS comme une quatrième branche de la Wehrmacht, séparée des atrocités du régime, trouvèrent un certain écho dans le paysage politique complexe de la guerre froide. Hauser lui-même devint un défenseur des droits des vétérans, écrivant des mémoires qui cherchaient à reformuler la narrative autour des Waffen-SS. L'un des meilleurs militaires allemands des SS était Herbert Otto Gill. Reconnu pour ses qualités et ses compétences tactiques, Gill commanda des unités des Waffen-SS. Lorsque la fin de la guerre devint évidente, il se rendit aux troupes américaines pour éviter de se rendre aux soviétiques. Il fut prisonnier des Américains pendant 3 ans, jusqu'à sa libération en mai 1948. Herbert Otto Gill était très apprécié pour ses qualités et ses compétences tactiques. Il commanda les unités des Waffen-SS au niveau régimentaire, divisionnaire et de corps avec distinction pendant la guerre. Gill était populaire parmi ses hommes pour son courage personnel. Il était également connu pour le bâton qu'il portait habituellement. Après la guerre, il travailla pour un journal jusqu'à 1958. Il possédait également une petite librairie. Gill fut le fondateur d'un magazine pour les vétérans de la division Viking, le Wikingruf. Le 26 décembre 1966, Herbert Otto Gill mourut d'une crise cardiaque à Stemmen, près de Hanovre. Il fut enterré dans le cimetière local de cette ville. Le seul général des SS chargé de défendre Berlin était le SS Obergruppenführer Felix Steiner. En mai 1945, à la capitulation de l'Allemagne, Felix Steiner fut fait prisonnier par les Alliés, puis libéré par les Britanniques. Après avoir recouvré la liberté, Steiner se consacra à améliorer les conditions des vétérans des SS et écrivit de nombreux livres sur ses expériences de combat. Le plus célèbre étant Armee der Geöchteten, Armée des proscrits. En 1953, Steiner fut recruté par la CIA pour fonder la Gesellschaft für Wehrkunde, composée d'anciens officiers militaires allemands. Cette organisation était un outil de propagande et un groupe d'experts pour le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest qui donna naissance à la Bundeswehr. Felix Steiner décéda à Munich, en Bavière, le 17 mai 1966. Karl Wolff fut l'un des généraux des SS les plus importants après Heinrich Himmler et Ernst Kaltenbrunner. Arrêté le 13 mai 1945, Wolff fut emprisonné à Schöneberg. Pendant les procès de Nuremberg, il lui fut permis d'éviter la poursuite en facilitant la capitulation précoce en Italie et en témoignant pour l'accusation. Libéré en 1947, il fut accusé par le gouvernement allemand d'après-guerre dans le cadre du processus de dénazification. Assigné à résidence, Wolff fut condamné en novembre 1948 à 4 ans de prison. Après sa libération, il travailla comme cadre dans une agence de publicité et déménagea avec sa famille à Starnberg. En 1962, lors du procès d'Adolf Eichmann en Israël, il fut prouvé que Wolff avait organisé la déportation des Juifs italiens en 1944.
Il fut jugé de nouveau en Allemagne de l'Ouest et, en 1964, il fut condamné pour avoir déporté 300 000 Juifs à Treblinka, ce qui entraîna leur meurtre. Condamné à 15 ans de prison, Wolf ne purgea qu'une partie de sa peine et fut libéré en 1971. Après sa libération, Wolf se retira en Autriche. Dans les années 1970 et 1980, il revint sur la scène publique, donnant des conférences sur le fonctionnement interne des SS et sa relation avec Himmler. Il apparut dans des documentaires télévisés, dont Le Monde en guerre, où il affirma avoir assisté à l'exécution de 20 ou 30 prisonniers partisans à Minsk en 1941 avec Himmler. Dans les années 1970, Wolf promut la théorie d'un complot supposé pour kidnapper le pape Pie XII. La plupart des accusations de ce complot reposaient sur un document de 1972 écrit par Wolf et publié en 1991 par Avenir d'Italia, ainsi que sur des entretiens personnels avec Wolf avant sa mort en 1984. Wolf soutenait que le 13 septembre 1943, Hitler avait donné la directive de occuper la cité du Vatican, sécuriser ses archives et ses trésors artistiques et emmener le pape et la curie au nord. Apparemment, Hitler ne voulait pas que le pape tombe entre les mains des Alliés. La fiabilité de Wolf a été remise en question par des historiens de l'Holocauste tels qu'Istvan Deak, professeur d'histoire à l'Université de Columbia. En examinant A Special Mission de Dan Kurzman, promoteur de la théorie, Deak a souligné la crédulité de Kurzman et le fait qu'il accepte sans critique la validité de documents controversés et croit sans remettre en question les déclarations de son principal interlocuteur allemand, l'ancien général des SS Karl Wolff. En outre, il a critiqué la modeste documentation du livre, qui contient une grande quantité de références vagues ou inexactes. Dans les années 1970, Wolf s'est également impliqué avec le journaliste de Stern, Gerd Heidemann. Ensemble, ils ont voyagé en Amérique du Sud, où ils ont aidé à localiser, entre autres, Klaus Barbie et Walter Roth, avec qui Heidemann a réalisé des interviews pour une série d'articles. Wolf a servi de consultant pour les supposés Diary of Hitler et a été profondément affecté lorsqu'ils se sont révélés être des faux de Konrad Kujau. Wolf a refusé d'assister au procès de Heidemann et Kujau. Karl Wolff est décédé le 17 juillet 1984 dans un hôpital de Rosenheim. Friedrich Jeckeln était l'un des officiers supérieurs des SS pendant la Seconde Guerre mondiale, connu pour sa brutalité et son efficacité dans la mise en œuvre des politiques d'extermination nazie dans le territoire de l'Ostland, qui comprenait les États baltes et une partie de la Biélorussie. Jeckeln a été fait prisonnier par les troupes soviétiques près de Halbe le 28 avril 1945. Avec d'autres officiers allemands, il a été jugé devant un tribunal militaire soviétique lors du procès de Riga en Lettonie du 26 janvier au 3 février 1946. Pendant l'enquête, il est resté calme, répondant clairement aux questions des enquêteurs, et dans le box des accusés, il s'est montré ennuyé et impassible. Dans ses dernières paroles, Jeckeln a été modéré, admettant pleinement sa culpabilité et acceptant d'assumer toute la responsabilité des activités de la police subordonnée des SS et SD en Ostland. En concluant son discours, il a dit « Je dois assumer toute la responsabilité de ce qui s'est passé aux frontières de l'Ostland, au sein des SS, South Dakota et de la Gestapo. Cela augmente considérablement ma culpabilité. Mon destin est entre les mains du tribunal supérieur. Donc je demande simplement que vous teniez compte des circonstances atténuantes. J'accepterai une sentence avec plein repentir que je considérerai comme un châtiment mérité. » Jeckeln et les autres accusés ont été déclarés coupables, condamnés à mort et pendus à Riga le 3 février 1946 devant environ 4000 spectateurs. Contrairement à une idée fausse populaire, l'exécution n'a pas eu lieu sur le territoire de l'ancien ghetto de Riga, mais sur la place de la Victoire, Uzvaras Lokums. Fils de la guerre, destin tragiques et glorieux à l'ombre des maréchaux, Günther Guderian, fils du général Heinz Guderian, est né en 1914, l'année où a éclaté la Première Guerre mondiale. Dès son jeune âge, il savait qu'il suivrait les traces de son père. À 21 ans, il était déjà dans la Wehrmacht et participa aux campagnes de Pologne et de France,
où il fut blessé 2 fois. En 1942, il sortit diplômé de l'école de l'état-major et servit dans plusieurs unités Panzer. En mai de 1944, il rejoignit l'état-major général de la 116e division Panzer, où il resta jusqu'à la fin de la guerre. En octobre de cette année-là, il reçut la croix de chevalier pour sa bravoure lors de la bataille de Falaise. Il participa à la bataille des Ardennes et au combat dans la forêt de Hurtgen. La guerre se termina pour lui en avril de 1945 avec la reddition dans la poche de la Ruhr. Libéré en 1947, il rejoignit l'armée en 1956 comme commandant et atteignit le grade d'inspecteur général des forces blindées, le même poste que son père avait occupé. Günther prit sa retraite en 1974 et mourut en 2004 à l'âge de 90 ans. Manfred Rommel, fils du légendaire maréchal Erwin Rommel, est né en 1928. Manfred était trop jeune pour s'enrôler dans l'armée allemande pendant les premières campagnes. En 1943, à seulement 14 ans, il fut envoyé comme aide de la Luftwaffe pour aider à la défense aérienne de l'Allemagne. On dit qu'il voulait rejoindre les Waffen-SS, mais son père l'en empêcha. Après la mort de son père, Manfred fut transféré au service du travail du Reich en mars de 1945. Il déserta avant que la première armée française n'atteigne sa position. Après la guerre, il étudia le droit et les sciences politiques, occupant plus tard plusieurs postes politiques, y compris celui de maire de Stuttgart en 1974. Manfred mourut en 2013 à l'âge de 84 ans. Erich von Manstein. Son fils, Géraud, est né le dernier jour de l'année 1922. Bien que décrit par son père comme un enfant fragile et asthmatique, Géraud ne laissa pas sa condition le freiner. Inspiré par l'héritage militaire de sa famille et le nationalisme fervent de l'époque, il décida de suivre le chemin de son père. En 1941, Géraud rejoignit la campagne d'invasion de l'Union soviétique dans le cadre de la 18e division d'infanterie motorisée. Pendant l'implacable opération Barbarossa, il atteignit le grade de caporal. Cette unité se battit avec ténacité dans le groupe d'armées centre jusqu'à l'arrivée du brutal hiver. Géraud retourna en Allemagne pour assister à l'école des officiers où il fut diplômé comme lieutenant avant d'être renvoyé sur le front de l'Est. Après plusieurs mois de convalescence, il rejoignit la 18e division Panzer à l'été de 1942, stationné près de Leningrad sous le commandement du groupe d'armées Nord. Le destin voulut que son père fût envoyé dans la même région après la prise de Sébastopol. Le 27 août, il se trouvait aux portes de Leningrad, prêt à diriger un assaut qui ne se matérialisa jamais. 2 mois plus tard, le 23 octobre de 1942, Géraud périt sous le commandement de son propre père à l'âge de 19 ans. Cet événement tragique fut un coup dévastateur pour le maréchal, qui, sans avoir le temps de se lamenter, dut faire face à la situation critique de l'armée allemande, encerclée à Stalingrad. Hans-Georg Model, fils de Walter Model, eut un destin plus chanceux. Né en 1927, Hans ne put rejoindre l'armée allemande qu'en 1944, lorsque la guerre touchait déjà à sa fin. À 17 ans, il s'engagea dans la réserve de la Wehrmacht en décembre de 1944. Il passa les premiers mois de 1945 à recevoir une formation militaire de base, tout en poursuivant ses études pour devenir officier. La guerre se termina avant que Hans ne puisse participer au combat. Après la Seconde Guerre mondiale, Hans obtint une licence de journaliste et étudia le droit à l'université de Bonn. Cependant, en 1956, il décida d'intégrer la Bundeswehr. Il fut diplômé comme lieutenant en 1957 et commença alors une carrière militaire qui le conduisit à devenir général de brigade en 1980. En tant que général, il dirigea le bureau de renseignement de la Bundeswehr jusqu'à sa retraite en 1987. Hans-Georg Model mourut le 16 avril 2016. Friedrich Paulus. Son fils Friedrich, également appelé Friedrich, atteignit le grade de capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale et mourut en février de 1944 lors de la bataille d'Anzio. Selon l'historien Anthony Beevor, la mort de son fils fut un facteur décisif pour que Paulus, captif des Soviétiques, signe un appel à la reddition de l'Allemagne. Paulus voyait la guerre comme une cause perdue. Continuer signifierait seulement plus de morts inutiles de soldats allemands, comme celle de son fils. L'autre fils, Alexander Paulus, également capitaine,
se battit dans la bataille de Stalingrad et fut piégé avec son père, bien qu'il ait été évacué en raison de ses blessures. En août de 1944, lorsque son père signa le document mentionné, Alexander fut arrêté avec sa mère et emprisonné jusqu'à la fin de la guerre. Par la suite, il aida à rédiger le livre Stalingrad publié en 1960. Alexander se suicida en 1970 à l'âge de 52 ans, le même âge que son père lorsqu'il se rendit à Stalingrad. Heinrich Hitler, neveu du leader allemand, fils d'Alois Hitler Jr., est né le 14 mars 1920. Dès son jeune âge, il était proche du mouvement national-socialiste et de son oncle. En 1939, à 19 ans, il s'engagea dans l'armée et devint sous-officier de transmission du 23e régiment d'artillerie de Potsdam en 1941. Il participa à l'opération Barbarossa et lors d'une mission en 1942, il fut capturé par les soviétiques. Torturé dans la prison de Butyrka à Moscou, Heinrich mourut en février de 1942 à l'âge de 21 ans sans révéler d'informations précieuses, laissant un dernier acte de résistance face à un destin impitoyable. Évasion en Amérique du Sud. Généraux qui ont échappé à la justice. Alors que l'étau allié se resserrait autour de l'Allemagne nazie, un groupe sélect de généraux de Hitler prit une décision cruciale. Plutôt que de risquer la capture et l'éventuelle exécution, ils choisirent de fuir, entreprenant un dangereux voyage qui les emmènerait loin des ruines du Troisième Reich. Leur destination, les vastes étendues de l'Amérique du Sud, où ils espéraient trouver refuge et échapper aux longs bras de la justice. Parmi ceux qui échappèrent avec succès à la capture, se trouvait Johannes Steinhoff, un officier de haut rang qui avait commandé des escadrons de la Luftwaffe. Steinhoff, comme beaucoup de ses compatriotes, utilisa les infâmes Ratlin, un réseau clandestin de routes d'évasion orchestré par l'organisation obscure Odessa et des membres sympathisants du clergé catholique. Le voyage de Steinhoff le mena en Argentine, une nation qui avait maintenu une politique de neutralité pendant une grande partie de la guerre. Là, il se retrouva en compagnie d'autres fugitifs de l'Allemagne nazie, tous luttant pour construire de nouvelles vies tout en regardant constamment par-dessus leurs épaules. En Amérique du Sud, les anciens généraux adoptèrent diverses stratégies pour éviter la détection. Beaucoup vécurent sous de fausses identités, abandonnant leurs titres et décorations militaires au profit de personnages plus mondains. Ils devinrent des entrepreneurs, des agriculteurs et des ouvriers, se fondant dans le tissu de leurs communautés adoptives, tout en abritant de sombres secrets de leur vie passée. Le cas de Walter Roff exemplifiait la réalité complexe à laquelle ces fugitifs étaient confrontés. Roff, un ancien Standartenführer des SS, trouva refuge au Chili, où il vécut ouvertement sous son vrai nom. Travaillant comme entrepreneur, Roff réussit à échapper à la justice pendant des décennies, sa présence étant un secret de polichinelle dans certains cercles. Cependant, la sécurité relative dont jouissaient ces hommes n'était pas absolue. La capture d'Adolf Eichmann en Argentine en 1960 par des agents du Mossad israélien envoya des ondes de choc à travers la communauté des exilés nazis. Eichmann, un architecte clé de l'Holocauste, vivait sous un faux nom à Buenos Aires lorsqu'il fut capturé dans la rue lors d'une opération audacieuse. Au fil des années, le nombre de fugitifs nazis en Amérique du Sud diminua. Certains, comme Walter Roff, moururent paisiblement dans leurs foyers adoptifs, leurs crimes restant impunis. D'autres furent finalement localisés et traduits en justice, leur capture faisant les gros titres internationaux et rouvrant de vieilles blessures. La chasse à ces hommes devint une obsession à vie pour certains, avec des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal consacrant des décennies à découvrir leur lieu de résidence et à les traduire en justice. Capturé par les soviétiques, le destin de Friedrich Paulus. Alors que certains généraux allemands trouvèrent leur fin en défendant Berlin ou choisirent le suicide comme échappatoire, d'autres connurent un destin différent. La capture par les forces soviétiques qui avançaient. Parmi eux se trouvait le maréchal Friedrich Paulus, dont la reddition à Stalingrad avait porté un coup écrasant à la campagne orientale de Hitler. Hitler avait promu Paulus au rang de maréchal le 30 janvier 1943, un geste calculé signifiant que le général devait se suicider plutôt que de se rendre. Aux yeux de Hitler, aucun maréchal allemand n'avait jamais été capturé vivant. Cependant, Paulus défia ses attentes. Le 31 janvier, il se rendit aux Soviétiques,
désobéissant à l'ordre implicite de Hitler pour la première et dernière fois. La réaction du Führer fut rapide et virulente. Il déclara Paulus comme un lâche, le dépouillant de tous ses honneurs et le condamnant comme traître au Reich. Pour Paulus, la capture par les Soviétiques marqua le début d'un long et complexe voyage. Initialement envoyé dans un camp spécial près de Moscou, il se retrouva sous la surveillance étroite du NKVD. Les Soviétiques, reconnaissant la valeur propagandiste de leurs prisonniers de haut rang, ne perdirent pas de temps à exploiter la capture de Paulus. Les enregistrements de son interrogatoire furent diffusés mondialement, servant de coup psychologique significatif à l'Allemagne nazie. À mesure que la guerre avançait, Paulus se retrouva à un carrefour. Initialement réticent aux tentatives soviétiques de changer sa loyauté, il refusa de rejoindre le Comité national pour une Allemagne libre, une organisation anti-Hitler, formée par des communistes allemands et des prisonniers de guerre. Cependant, la tentative d'assassinat manquée contre Hitler en juillet 1944 fut un tournant. Paulus, voyant peut-être là une opportunité de rédemption, accepta finalement de rejoindre la résistance contre son ancien Führer. Cette décision aurait des conséquences à long terme pour Paulus dans le monde d'après-guerre. Les Soviétiques, désireux de capitaliser sur leurs prisonniers vedettes, l'utilisèrent comme témoin clé lors des procès de Nuremberg. Dans un retournement dramatique, Paulus témoigna contre ses anciens camarades, dont Hermann Göring. Il attribua la responsabilité du désastre de Stalingrad à Göring, citant l'échec de la Luftwaffe à ravitailler adéquatement la 6e armée assiégée. Plus significativement, Paulus admit sa propre complicité dans la planification de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. Cette confession marqua la première fois qu'un leader militaire allemand de haut rang reconnaissait ouvertement la nature criminelle de la campagne, envoyant des ondes de choc à travers les procédures et cimentant encore plus la rupture de Paulus avec son passé national-socialiste. Après les procès de Nuremberg, le destin de Paulus resta lié aux intérêts soviétiques. Retenu à Moscou pendant des années après la fin de la guerre, il ne fut autorisé à retourner en Allemagne qu'en 1953, après la mort de Staline. Le choix du maréchal de s'installer à Dresde, en Allemagne de l'Est, plutôt que de rejoindre sa famille à l'Ouest, souleva des sourcils et alimenta les spéculations sur ses véritables loyautés. Leçon de l'histoire. L'héritage des généraux allemands. Alors que les cendres du Troisième Reich se déposaient sur toute l'Europe, le destin des généraux de Hitler se transforma en une tapisserie complexe de justice, d'évasion et de fins amères. Leurs histoires, entrelacées dans la trame de l'histoire de l'après-guerre, offrent des leçons puissantes sur les conséquences de l'obéissance aveugle et le poids de la responsabilité morale en temps de conflit. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, les généraux allemands connurent une variété de destins, chacun servant de rappel sombre du prix de la complicité dans les atrocités du régime nazi. Certains, comme le maréchal Wilhelm Keitel et le général Alfred Jodl, trouvèrent leur fin à la potence, leurs vies éteintes en punition pour leur rôle dans les crimes contre l'humanité du Reich. D'autres, comme le maréchal Friedrich Paulus, se retrouvèrent en captivité soviétique, leur expérience militaire désormais utilisée contre leurs anciens camarades, alors qu'ils témoignaient au procès de Nuremberg. L'héritage de ces hommes va bien au-delà de leurs destins individuels, projetant une longue ombre sur l'éthique militaire et le leadership dans les décennies qui suivirent. Leurs actions, ou dans de nombreux CAA, leurs inactions face aux politiques génocidaires de Hitler, posèrent des questions profondes sur la nature du devoir et de la moralité en temps de guerre. Les procès et témoignages des généraux allemands exposèrent la vacuité de la défense de « suivre les ordres », défiant les notions enracinées d'honneur et d'obéissance militaire. Alors que les tensions de la guerre froide augmentaient, certains anciens officiers de la Wehrmacht se retrouvèrent dans une position inattendue. Des hommes comme Heinz Guderian, autrefois célébrés pour leur brillance tactique, servaient maintenant de conseillers dans la réforme de l'armée de l'Allemagne de l'Ouest. Cette approche pragmatique des puissances occidentales soulignait les réalités complexes de la géopolitique de l'après-guerre, où d'anciens ennemis devenaient des alliés réticents contre une nouvelle menace perçue. L'impact des expériences de ces généraux sur la doctrine militaire et le leadership ne peut être sous-estimé. Leurs histoires servent de mise en garde, rappelant aux futurs leaders militaires l'importance du courage moral face à des ordres injustes.
Le concept d'Inner Führung, ou conduite intérieure dans la Bundeswehr moderne allemande, émerge comme une réponse directe aux échecs éthiques du leadership de la Wehrmacht, mettant l'accent sur la responsabilité personnelle et la prise de décision morale au sein de la hiérarchie militaire. Peut-être que l'héritage le plus durable des généraux allemands réside dans les leçons historiques plus larges tirées de leurs expériences. Leur destin souligne les dangers de l'autoritarisme et les conséquences de céder le jugement moral individuel au diktat d'un régime oppressif. Les procès et témoignages d'hommes comme Erich von Manstein et Friedrich Paulus ont aidé à façonner les perceptions de l'après-guerre sur l'Allemagne nazie et la Wehrmacht, défiant le mythe de la Wehrmacht propre et forçant une confrontation nationale avec le passé. Lorsque le maréchal Keitel se tenait face à la potence, ses derniers mots « All für Deutschland », tout pour l'Allemagne, résonnait creux face aux atrocités révélées pendant les procès de Nuremberg. Son exécution, avec celle de et ses collègues officiers, servit de rappel puissant du prix de la complicité dans les crimes contre l'humanité. Les destins de ces hommes, de la potence aux cellules de prison en passant par des retraites tranquilles, témoignent des complexités de la reddition de comptes dans les séquelles d'une guerre totale. Les histoires des généraux de Hitler continuent de résonner aujourd'hui, offrant de précieuses idées sur la nature du leadership, l'importance de la prise de décision éthique et les conséquences de l'échec moral en temps de conflit. Leur héritage sert de rappel sombre des profondeurs auxquelles l'humanité peut sombrer et de la longue ombre projetée par les décisions prises dans le creuset de la guerre.